Ça ressemble à une grande fête de famille, ordinaire. Et pourtant, ça ne l'est pas. Bien sûr, il y a des pères, des mères, des enfants, comme chez monsieur et madame tout le monde. Sauf que les familles réunies dans cette maison de campagne ne sont pas reconnues par la loi. Parce que dans chacune d'elles, il y a 2 papas ou 2 mamans. On estime que c'est important de faire ces réunions de manière à ce que nos enfants sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Qu'il y a beaucoup d'autres familles homoparentales qui existent, diverses et variées, couples de femmes, couples d'hommes, couples de femmes avec des couples d'hommes, enfin, et ainsi de suite. Donc, c'est important pour plein de choses, plein de raisons. Tu tires pas les oreilles, Le fait qu'on ait encore plus choisi d'avoir des enfants, on a encore moins le droit à l'erreur. Parce que et puis voilà, c'est comme je dis, moi j'ai pas fait le choix d'être homo, hein, j'ai fait le choix d'être parent par contre. Et ça, c'est un choix que j'assume pleinement. Et je continuerai d'assumer. En France, encore plus qu'ailleurs, dès que l'on touche à la famille, les passions se déchaînent. Le débat sur le mariage entre homosexuels a été violent et n'en finit pas de faire des vagues. Ce n'est pas tant l'union entre 2 personnes du même sexe qui a troublé les esprits, mais le fait que les homosexuels veuillent avoir des enfants. L'idée de mariage pour tous, c'est un fantasme, c'est quelque chose de très généreux comme ça. Mais la conséquence qu'il faut voir, c'est pour l'enfant et plus loin pour la filiation. Et c'est là que nous sommes obligés de nous opposer pour que la démocratie et le respect du plus faible soient préservés. Il est parfois, je dirais, de la nécessité de la loi de dire non face à certains désirs qui s'expriment. Alors le désir d'engendrement, c'est un des plus nobles de l'humanité. Quand des gens s'aiment, qu'ils aient envie que leur amour donne, je dirais, du fruit, comme on dit, c'est magnifique. Mais à un moment donné, il est nécessaire de dire non. Plus de 60% de Français se sont déclarés favorables au mariage des couples gays. Bonjour monsieur, dimanche c'est la manifestation contre le mariage pour tous. En face, la droite traditionnelle et les communautés religieuses ont fait front commun. Merci bien. 2 parents de même sexe, c'est pas normal. Il faut qu'ils soient équilibrés entre maman, tendresse et un père qui est peut-être un exemple pour lui. Et voilà. Mais après, faire subir à un enfant, vivre dans une famille, leur apprendre une vie dans une famille homosexuelle, ça c'est pas bon. Donc là, on va faire subir à l'enfant à être homosexuel, quoi. Tenez, je vous donne ça, c'est pour la manifestation demain à Paris. Il faut venir justement pour défendre les enfants, pour que chaque enfant ait un papa et une maman. Bonjour monsieur, manifestation contre le mariage pour tous. C'est notre intérêt à tous, quoi. Pourquoi c'est votre intérêt? Notre intérêt, c'est retrouver notre lien de parenté. Mais vous ne l'avez pas perdu si les homosexuels se marient? Non, pas ça, non. C'est pas contre leur... Parce que ils ont déjà, si vous voulez, au niveau du pacte, ils ont déjà des liens qui et ils peuvent s'arranger avec ça, mais sans entrer dans le lien du mariage. Et le mariage, c'est mari et femme, pour créer une famille. La famille de Thomas s'apprête elle aussi à descendre dans la rue pour défendre la cause du fils aîné. À son adolescence, lorsque le jeune homme a fait son coming out, ses parents l'ont assuré de leur soutien et de leur amour. Mais leur entourage n'a pas fait preuve de la même bienveillance. Quand on me parle de mon enfant, quand je dis que mon enfant est homosexuel, on me parle automatiquement de sa sexualité. Alors que si je parle de mon autre enfant, d'abord, je vais pas le présenter en disant qu'il est hétérosexuel déjà. Et on va pas me parler de sa sexualité. Ou on va m'en parler dans le sens « Ah, il a une petite copine, il se marie bientôt ». Tandis que pour Thomas, on va me parler de sa sexualité. Et alors là, il y a un nombre de fantasmes incroyables qui se développent autour de l'homosexualité. On va vous dire quoi, par exemple? On va me dire, mais c'est pas normal, il n'a pas une sexualité normale, coucher avec un garçon, ça se fait pas. Moi, je vais pas voir dans la chambre des autres ce qui s'y passe. C'est juste que c'est normal en France d'être homophobe, c'est pas encore quelque chose de devenir tabou, c'est quelque chose qui est pas encore devenu tabou. Et être homophobe, c'est pas juste dire sale pédé à quelqu'un dans la rue. Être homophobe, c'est aussi dire que l'amour que moi je peux avoir pour mon copain ne vaut pas l'amour qu'un tel peut avoir pour sa copine, ou voilà, que c'est dire que mon couple ne sera jamais identique à un couple hétérosexuel, et ça je l'accepte pas. Je pense que j'aime exactement comme n'importe qui peut aimer, et j'ai des projets, et avoir l'égalité des droits, c'est juste arrêter cette discrimination qui est dans la loi, c'est-à-dire que les couples ne se valent pas.
Si aujourd'hui, comme le dit Thomas, les couples ne se valent pas, il y a 50 ans, à travers le monde, les individus eux-mêmes n'avaient pas la même valeur. C'était le temps des arrestations violentes d'homosexuels, des rafles, des battues anti-PD. Il faut attendre la fin des années 60 pour que les homosexuels commencent à s'organiser pour lutter contre les discriminations dont ils sont victimes. 1970, c'est la première Gay Pride américaine. En France, dans ces années-là, les relations entre personnes du même sexe sont officiellement qualifiées de fléau social. Les homosexuels sont passibles de prison et l'OMS les classe parmi les malades mentaux. Le 4 avril 1981, 10 000 personnes manifestent pour demander à François Mitterrand de dépénaliser l'homosexualité. Ce sera fait quelques mois plus tard. En 1999, le Pacs est voté. Mais la France a peur d'aller plus loin, alors que plusieurs pays européens ont légalisé le mariage entre homosexuels. Le 5 juin 2004, le député-maire Noël Mamère célèbre à Bègles un mariage entre deux hommes, Stéphane et Bertrand. Le geste est courageux. Pardonnez-moi, je pense qu'aujourd'hui, nous faisons un geste en direction de l'intolérance. Qu'il y a dans ce pays et dans d'autres pays beaucoup d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui discriminés à cause de leur couleur de peau, à cause de leur religion, à cause de leur statut social et aussi à cause de leur orientation sexuelle. Noël Mamère va payer cher son courage. Il sera provisoirement suspendu de ses fonctions et recevra des milliers de lettres d'insultes. Le mariage de Bègles sera finalement annulé par la justice. Lorsqu'on reparle de mariage près de 10 ans plus tard, c'est à nouveau l'angoisse, les peurs, les interrogations. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue pour crier leur opposition. Il faut tenir, la République est en danger. Ce texte est un texte de bouleversement, de civilisation. Le mariage, c'est une institution qui installe la filiation. Et donc, comme le couple homosexuel ne peut pas être procréateur, l'enfant qui naîtra de cette union sera privé soit de son père, soit de sa mère. Il n'y aura plus la filiation. On ne saura pas d'où l'on vient, qui est son père, qui est sa mère. Et cette société sera sans repère. Et une société sans repère, c'est une société de violence. Pour ces manifestants, il y a danger. On s'apprête à instaurer des familles contre nature et à sacrifier les droits de l'enfant. Les personnes homosexuelles sont des citoyens comme les autres, et comme les autres, elles sont accessibles, je pense, bien sûr, à la valeur de cet engendrement humain qui est fait d'un homme et d'une femme. À la rigueur, s'il y avait un responsable dans l'affaire, c'est la nature qui fait que c'est vrai qu'une relation homosexuelle ne donne pas d'enfant. En fait, le droit, ce n'est pas la nature. Le droit, c'est même exactement l'inverse de la nature, parce que dans la nature, en réalité, il y a une violence qui est extrêmement grande. Dans la nature, c'est le fort qui écrase le faible. Or, pour remettre les pendules à l'heure, le droit vient justement redonner un équilibre, c'est-à-dire qu'il vient civiliser la nature. En réalité, le droit, la filiation, sont des constructions sociales. Ce n'est absolument pas la nature. Ils sont venus de toute la France. 3 cortèges pour une manifestation. Des jeunes, des vieux, des parents, des enfants, des familles entières venus à Paris protester contre le mariage pour tous. Je comprends pas que des gens descendent dans la rue contre des droits pour d'autres. C'est ça que je comprends pas.
Je lisais des chiffres en Espagne, en 5 ans, il y a eu 23 000 mariages homosexuels. En 5 ans, je crois. 23 000. Pour 23 000 mariages, alors en France, ce sera quoi l'équivalent? Ça va être le double en 5 ans. 50 000 mariages. C'est quoi? C'est rien. C'est étonnant qu'on retienne comme modèle, en France, la famille traditionnelle sur le modèle catholique. Enfin, plus personne n'est élevé comme ça, à part une minorité. Mais certains sont tout de même venus. Moi, je suis touchée dans ma chair par toute cette haine et c'est dur, quoi. C'est dur à vivre comme parent. J'imagine comme ça doit être dur à vivre pour des jeunes qui ne sont pas bien dans leur peau, dans leur homosexualité. Ça doit être terrible. Alors déjà, ceux qui sont bien dans leur peau, enfin moi, par exemple, qui suis bien dans ma peau, comme maman, j'ai du mal. Alors je me dis, les pauvres jeunes, qu'est-ce qu'ils se prennent, quoi? Il y a tous ces goûts ou pas? C'est vrai que le débat est violent. Amour, sexe, filiation, on mélange tout. Les 3 500 000 homosexuels français découvrent médusés qu'ils sont tolérés à condition de rester dans la marge. On fait un truc sur, Pour Jean-Philippe et les militants gays, pas question de raser les murs. Très entré le Pax, je pensais quand même que l'homosexualité posait moins de problèmes, quoi. Vous avez eu le Pax? Oui, on a eu le Pax, sauf que le Pax ne protège pas autant que le mariage, sauf que le Pax ne protège pas les enfants. Et je pense qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ont déjà des enfants qui veulent les protéger. Et je pense qu'il y a aussi des homosexuels qui n'ont pas d'enfants et qui en voudront. Donc je pense qu'un cadre, c'est nécessaire. On peut voir demain. Mais non. Puis même si on pleut, s'il pleut, pas grave. Et qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Et qu'est-ce qu'on veut? Les familles construites par 2 personnes de même sexe ne sont pas virtuelles. Elles existent déjà et elles veulent que la loi les reconnaisse. Les homosexuels, pendant 2000 ans, quand ils voulaient des enfants, ils se mariaient avec des femmes, ils avaient des enfants. Alors maintenant, c'est le modèle du mariage d'amour que les homosexuels sont en train de vivre. Ils veulent que leurs orientations sexuelles coïncident avec leur désir d'avoir des enfants. Donc, ils veulent des enfants de façon plus claire, les élever avec le compagnon de leur choix dans leur orientation sexuelle. C'est un désir de norme. C'est pas un désir de pathologie. Homo, hétéro, égalité des choix. Homo, hétéro, égalité des choix. Homo, hétéro, égalité. J'ai souvent l'impression qu'on nous met devant le fait accompli de situation. On nous dit voilà, bah, ça existe, bah, donc il faut le légaliser. Bah oui, ça existe, d'accord. Mais est-ce que pour autant l'État doit institutionnaliser un système de famille entre guillemets homoparental ou d'homofiliation, qui est en fait une fiction, et pour nous c'est vrai, on l'a dit, un mensonge fait à l'enfant. Le degré de civilisation d'une société se mesure à la manière dont elle traite ses minorités. Et ça, je crois que c'est vraiment exact. Je pense que quand on fait une majorité, eh bien, on peut facilement oublier ceux qui sont différents. Et à mon avis, une société en bonne santé, une société saine, qui va bien, c'est une société qui intègre le maximum de personnes, qui laisse personne sur le bord du chemin. Et c'est là que le bas blesse. Selon l'Institut de veille sanitaire, plus d'un tiers des jeunes homosexuels de moins de 20 ans a déjà fait une tentative. Un désarroi qui s'exprime souvent lorsque les jeunes sont rejetés par leur famille. C'est le cas de Jeanne. C'était quoi la réaction de ta mère? Elle a pleuré, elle m'a dit que je la dégoûtais et elle est partie. Et elle m'a laissée seule dans la rue le soir même. Elle voulait plus jamais avoir de contact avec moi. Il faut se mettre 2 secondes à la place des gens, de ces jeunes, pour s'imaginer ce que ça peut représenter. Ma mère ne veut plus de moi. J'en ai les larmes aux yeux, mais... Parce que c'est quelque chose qui est tellement récurrent dans notre quotidien associatif. C'est vraiment côtoyer tous les jours l'inimaginable, quoi. Les jeunes homosexuels, chassés par leur famille, se retrouvent orphelins et SDF. Le refuge, créé en 2003, est le seul dispositif en France, conventionné par l'État, qui les accueille. L'association reçoit plus de 500 demandes par an. Les appels au secours ont augmenté depuis que dans les familles, on débat du mariage et de l'adoption. Ah oui, d'accord. On verra ça tout à l'heure. J'habitais dans des villages jusqu'à ce que je parte au lycée. Et c'est vrai que j'étais là lesbienne et pas autre chose en fait. J'avais l'impression que tout ce que j'avais vécu avant avec eux,
ça s'était effacé quand ils ont su que j'étais homo, en fait. Et on disait plus quand on parlait de moi, on disait la lesbienne. Et ça m'a suivi pendant quelques années jusqu'à ce que je parte du village, en fait. Et là, quand j'arrive en ville, c'est le choc, quoi. Je vois des homos un peu partout et on les appelle par leur prénom, ça fait plaisir. T'as envie d'avoir des enfants un jour? J'ai envie d'avoir un enfant et de donner tout l'amour que j'ai pas pu reçu pendant quelques années, que c'était les années de mon adolescence, donc c'est là où j'en avais le plus besoin, je pense. Selon l'Institut national d'études démographiques, il y aurait près de 40 000 enfants vivant dans des familles homoparentales. Les associations de parents gays et lesbiens en recensent au moins 2 fois plus. Parmi eux, des enfants qui ont été conçus pour les couples de femmes grâce à un donneur de sperme anonyme et pour les couples d'hommes grâce à une mère porteuse. Des enfants que ni la loi ni la médecine ne peuvent plus ignorer. Jusqu'à présent, toutes ces techniques de procréation étaient des gestes médicaux liés à une infertilité biologique réelle. Eh bien, il va falloir évidemment l'étendre à des personnes qui le font pour des convenances et pour une orientation sexuelle. Donc je comprends très bien que des médecins spécialisés qui ont lutté 40 ans dans leur vie pour régler des problèmes dramatiques de la fertilité trouvent insensé que des couples qui peuvent procréer par la voie naturelle demandent à la science de les aider. Certes, je le comprends. Eh bien, il va falloir qu'ils changent. Alors peut-être pas les mêmes, hein. On pourra séparer les services, mais c'est sûr que ça inclut tout à fait quelque chose de nouveau, qui est fondamentalement que ça sera plus pour un soin ou la réparation d'une pathologie et que ce sera pour d'autres raisons. J'ai toujours voulu être mère, même plus jeune. Voilà, je m'envisageais pas forcément avec un papa. Voilà, mais oui, j'ai toujours eu ce désir de grossesse aussi. Nous avons fait une insémination artificielle avec donneur inconnu et on met en avant le geste de cet homme qui nous a permis justement de pouvoir créer notre famille et d'avoir ces 2 adorables enfants qui nous comblent. Donc nous, on leur dit que c'est un monsieur graine. Voilà, un monsieur qui a bien voulu donner une graine pour nous permettre de concrétiser notre projet et d'avoir des enfants. Quand vous avez un enfant dans les bras, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas hétérosexuel, vous êtes un être humain, et, vous avez donné la vie ou vous avez attendu cette vie. Voilà, parce que moi, je les ai portés dans mon corps, mais ma compagne, elle les a portés dans son cœur, quoi. Donc, je veux dire, on est des individus point barre, en fait. Ingrid et Aurélie vivent avec leurs jumeaux de 3 ans, Thaïs et Ethan, dans un petit village de 800 habitants près de Lavore. Une famille qui ne suscite aucun émoi et où les enfants grandissent comme partout ailleurs. Comme les autres, ils vont à la crèche du village, où les 2 femmes ont expliqué aux maîtresses que les enfants avaient 2 mamans. Ils connaissent le mot papa? Ah oui, oui, oui. Ben, nous, on dit Papy Dada, c'est le papa de maman Lily, et Papy Serge, c'est le papa de maman Ingrid. Eux, ils font eux-mêmes des jeux de rôle comme tous les gosses. Et vu qu'Ethan est un garçon, quand il joue, il dit moi, je suis le papa. Enfin, il joue que c'est le papa de Thaïs, des fois. Ça, voilà. Voilà. Parce que plus tard, on lui a dit oui, si t'as des enfants, toi, tu seras un papa et Thaïs, ce sera une maman. Enfin, voilà. Ça fait peur, là. Oh, tu fais oui, là. Oui, Ethan, là, qu'il a grandi, puis ils viennent d'avoir 3 ans, il disait, quand je serai grand, je serai un monsieur qui pique. Et moi, je serai une madame qui pique pas. Voilà. J'ai trouvé ça sympa. C'est qui gagne. Attention, on va gagner, les filles. Ingrid et Aurélie n'auraient jamais eu d'enfants si elles n'avaient pas pris le risque de contourner la loi française. En France, l'insémination artificielle à partir d'un don anonyme de sperme est uniquement autorisée aux couples hétérosexuels infertiles.
C'est le jeu, maintenant tu dois revenir. Sinon c'est que tu sais pas jouer. Et maintenant, ouais. Allez, tu montes sur le lit. Les deux femmes ont donc été en Espagne, où la procréation médicalement assistée est accessible aux couples homosexuels. Après l'insémination en Espagne, Ingrid est revenue accoucher à Toulouse. Dans les maternités françaises, on a pris l'habitude de ces couples de même sexe qui font des bébés à l'étranger. Alors c'est le premier contact peau à peau de maman et de Ethan. Tu nous fais un gazou en direct? En direct live. Le fait qu'elle ait eu cette césarienne, c'est moi qui les ai accueillis en fait. Les premiers instants, ils les ont eu avec moi. Parce que vu que c'était des petits prématurés, il fallait faire du poids pour les réchauffer. Et c'est moi qui ai eu ce privilège, quoi. Donc moi, de suite, ça a été... ben voilà, hein, c'est arrivé de suite, quoi. On les aime de suite. C'était vos enfants? Ah oui, 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 ça, oui. Même s'ils n'étaient pas de vous? Oui. Mmh. Tout à fait. C'est pas, vous aviez discuté pour savoir qui allait les porter? Pas plus que ça, parce qu'en fait, c'était... je suis émue. Quand on parlait de tout ça, bien sûr. Ouais, moi, les petits, à chaque fois, ça me touche. Le lien, donc, il n'est pas biologique, c'est pas... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, et puis pour le fait de porter les enfants, c'était un désir très profond chez Ingrid et pas forcément chez moi. Du tout. Donc moi, ça, pas que ça m'arrangeait, mais ça me dérangeait absolument pas que ce soit Ingrid qui les porte, quoi. Et vous pouvez tremper, même si les oreilles trempent dans l'eau, vous pouvez, voilà. C'est bien là. Super. C'est cool. Oui. Vous ne sentiez pas en danger du fait qu'il n'y avait rien de légal Ah ben si. Le risque du décès d'Ingrid en couche, ça aurait été terrible. Parce que moi, j'étais pas du tout protégée, et eux non plus. Eux, avant tout, n'étaient pas protégés, quoi. Donc, bien qu'on ait fait... qu'elle ait fait une lettre pour expliquer notre situation... et dire que c'était un projet à deux et qu'elle souhaitait que ses enfants grandissent auprès de moi. La veille, ça a été compliqué pour toi, c'est sûr. Tu n'étais pas en sécurité, ça c'est sûr. Je vous avouerai que pour moi, c'était pas évident non plus. Parce que la veille de votre accouchement, vous écrivez un testament. Moi, je me suis dit, il fallait que j'écrive quelque chose pour au cas où que le lendemain, ça se passe pas bien. C'est la taille. Ouais. C'est toi quand tu étais petite. Un accident dans la vie d'Ingrid et ses enfants peuvent se retrouver en famille d'accueil. Sauf si la loi autorisait leur adoption par Aurélie. En Europe et par-delà l'Europe, il y a déjà des dizaines de pays qui ont ouvert l'adoption à tous les couples. Donc il y a déjà des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'enfants qui sont élevés par des couples de femmes ou des couples d'hommes. Donc ça ne remet pas en cause le fait qu'un enfant soit né d'une femme et d'un homme. Ça demeure la réalité de tous les jours, mais on peut, donner un cadre juridique qui est différent, qui va dire à l'enfant, voilà, légalement, tes parents vont être de femmes ou de hommes. Pourquoi légalement c'est important? Parce que ça le protège, ça lui transmet le nom de chacun de ses parents, il peut hériter de chacun de ses parents, et chacun de ses parents peut exercer l'autorité parentale. Il faut modifier la loi, parce que la famille a changé. Jean-Marc et Huguette le savent, qui ont vécu ce changement dans leur chair. Leur petit-fils Daniel est né par insémination artificielle. Il veut du gâteau, s'il vous plaît. Si aujourd'hui ce sont des grands-parents comblés, il leur a fallu du temps pour accepter l'homosexualité de leur fille.
Alors ce jour-là, on était dans une terrasse, elle est arrivée de son chantier, c'était la fin d'après-midi, et alors elle nous a annoncé « Papa, maman, je sais pourquoi je ne suis pas bien avec les garçons, c'est parce que je préfère les filles. » Voilà. Alors ça a été presque le ciel qui nous tombe sur la tête, parce que c'était inattendu, complètement inattendu. Même, je pense, pour elle. Elle ne savait pas quand elle est partie. Et là, bon, on a fait bonne figure, disons. C'est un peu hypocrite maintenant quand on y pense. On a fait bonne figure, on a dit c'est ta vie. Puis après, le soir, quand même, quand on est rentré dans notre chambre, on a passé une nuit blanche à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Plein de choses qui nous passent par la tête. Quand on vous annonce ça, qu'on ne s'est pas penché là-dessus, qu'on n'a pas profondément réfléchi sur l'homosexualité, qu'on n'a pas les informations nécessaires, eh bien, on est un être ordinaire, avec, on ne sait rien. On ne sait rien, donc on imagine tout. Quand on ne sait rien, on imagine tout. Hein, voilà. Et alors là, effectivement, je me suis demandé si j'avais donné dans cette famille, si j'avais donné une image du père assez forte, une image de l'homme assez forte. Où je me suis demandé si j'avais failli, quoi. Je me suis posé la question. Mais c'est là qu'on s'aperçoit que c'est assez terrible. Il ne faut pas faire un schéma de la vie de nos enfants, parce qu'on peut se tromper. Ça peut être tout à fait différent. Et c'est pour ça qu'on est surpris, parce qu'on se fait une idée de leur vie, on se projette. Ça va? Je monte pas. Ça va. Ouais. Et vous? Ouais. Ça va? C'est pas chaud. Non, pas de chance. Hein. Après des mois, voire des années de doute, de culpabilité, d'inquiétude, Jean-Marc et Huguette ont compris que l'homosexualité de leur fille ne l'empêcherait pas d'être heureuse et de fonder une famille. Il aurait fallu quelque chose de beaucoup plus neutre à l'arrière. Pour avoir leur enfant, Julie et sa compagne ont opté pour une insémination artisanale, c'est-à-dire faite à la maison sans assistance médicale et en toute intimité. C'est un ami du couple qui a donné son sperme. Quand on est un couple lesbien et qu'on veut avoir un enfant à deux, un papa et une maman ne mentent pas aux enfants, on l'a assez entendu, il faut surtout du sperme. J'avais absolument pas envie de ce don anonyme, parce que c'est pas anodin. Donner du sperme, c'est pas donner du sang. Il y a un don d'engendrement qui est fait là, et je voulais pouvoir répondre à mon enfant, lui dire très clairement, tes parents, c'est nous deux, c'est tes deux mères, nous sommes tes parents, mais tu ne nous dois pas d'être né. Tu dois d'être né à cet homme qui est notre ami, que tu connais, que tu as toujours connu, qui n'est pas ton père, qui n'est pas ton parent, mais qui est le géniteur, celui à qui tu dois d'être né, et moi. Et nous t'avons engendré, parce qu'effectivement, il faut un homme et une femme pour engendrer un enfant. Le fait que Daniel ait un référent masculin, c'est important. Pour moi, c'est à nouveau ce fantasme qu'il y aurait quelque part une société de femmes, des lesbiennes, qui ne vivraient qu'entre elles et qui auraient des enfants entre elles et ces enfants ne connaîtraient que des femmes lesbiennes. Non mais c'est totalement faux. Un enfant, n'importe quel enfant, grandit dans une société. Bien sûr, il y a ses parents, mais il y a tous les autres, il y a toute sa famille, il y a tous les amis, il y a l'école, et bien sûr que les enfants se choisissent des référents en dehors de leurs parents. Et vous allez vous marier ? Ma compagne veut avoir les mêmes droits que moi sur notre fils, et je souhaite qu'elle les ait évidemment, et c'est surtout ça qui compte. S'il faut se marier pour avoir ces droits-là, nous nous marierons. Et nous, d'ailleurs, nous planifierons le mariage et le divorce, parce qu'on est très têtus. Voilà, pour montrer l'absurdité de cette loi qui demanderait que des gens soient mariés pour avoir des droits familiaux. Mais enfin, c'est ridicule, la famille au XXIe siècle, elle dépasse le mariage. La plupart des enfants en France naissent hors mariage. Alors bon, ce symbole du mariage peut être un symbole important pour certaines personnes, mais pas pour nous. En milieu scolaire, rien ne distingue les enfants de couples gays de leurs camarades. Pour les opposants au mariage pour tous, une loi régularisant leur adoption les rendrait plus visibles et en ferait des boucs émissaires. Jean-Marc, lui, au lieu de cultiver le secret, préfère lutter contre l'homophobie. Non, c'est Maxime, c'est trop un PD ce mec. Qu'est-ce que vous savez ? Avec l'association Contact, il va dans les écoles et lycées de la région pour sensibiliser les élèves. Ça va, on vous dérange pas trop là ? Vous faites de la louche là ? Pas un mot sur le mariage ou l'adoption, juste répondre aux questions et expliquer combien l'homophobie peut faire mal. N'hésitez pas à mettre les questions. Il n'y a pas de questions idiotes, tout ça. Le jour où on est, est-ce qu'on est homophobe ?
Bon, on devient homophobe. On devient homophobe parce qu'on vit dans une société qui est homophobe et qu'on entend tout au long de son enfance, tout au long de sa jeunesse, on entend et PD, et ci et là, et toutes les insultes, tout ce qui contribue à faire des homosexuels des gens qui sont en dessous de la norme. On veut en leur disant ça, on veut les réduire, on veut les rabaisser. Hein. Donc on entend tout ça. Moi qui ne me disais pas homophobe, je me souviens, il y a 15 ans de ça, à Paris, j'ai vu un couple d'hommes s'embrasser dans la rue, ça m'a choqué. Hein. Ça m'a choqué. Moi, actuellement, ça ne me gêne pas de voir des garçons se donner la main, s'embrasser, ou des filles se donner la main, s'embrasser. Je pense que c'est une histoire d'évolution personnelle, et voilà. À chacun d'évoluer. Sauf que la société française va à son rythme, lent, très lent. Légaliser les couples de même sexe peut-il faire avancer les choses? Rendre leurs enfants plus visibles peut-il les banaliser? En tout cas, la route est longue et l'éducation reste à faire. On peut insulter quelqu'un de PD ou quoi que ce soit, même s'il ne l'est pas. C'est devenu une insulte en fait courante. Même, voilà, même entre potes, etc. Ça peut arriver. C'est une insulte gratuite. Et ça peut être pris bien par certaines personnes, mais d'autres personnes peuvent le prendre très mal. Ils le disent pas tout de suite, mais on voit que ça fait mal et ça reste. D'un point de vue d'un homme, en fait, ça choque beaucoup plus deux hommes ensemble, en fait, plutôt que deux femmes. C'est naturel, en fait. Vu que quelqu'un d'hétéro va être attiré par le sexe opposé, du coup, de voir deux femmes ensemble, bah, ça choque beaucoup moins. Puis c'est des questions de virilité, peut-être, non? Oui, aussi, je pense. C'est... D'un côté, ça peut faire honte par rapport aux hommes, en fait. Voir deux hommes ensemble, ça peut faire honte. Bon, vous venez m'aider au jardin, là, ou quoi? Allez, viens, venez. Il y a les enfants qui grandissent avec deux femmes, d'autres qui grandissent avec deux hommes. Va chercher... Ah oui. Nous sommes à Saverdun, dans l'Ariège. Ça, c'est bio. Une commune rurale où vivent tranquillement Théo et Jules, 6 ans, avec leurs deux papas, Karim et Yann. Et tu les portes à papa. Voilà, ils sont mignons, bien élevés. Ah ouais, polis et tout, hein. Ah oui. Très bien, ils viennent au jardin. Oh, des gosses, hein, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ils sont sympas. Ah oui. Un bisou, merci André. Hop, allez les copains, allez. Ils sont mignons. Et on rentre au chaud. Théo, c'est pas la tête, toi, qu'est-ce que tu as? Il n'est pas content parce qu'on l'empêche, voilà, et puis on l'empêche d'aller encore cueillir des légumes avec vous. Ah. Bon André, merci. Hein. Ah, je vous ferai goûter la salade. Ok, merci. Des PD, il y en a eu tout le temps, hein, et des homos. C'est pas... Moi, ça ne me gêne pas, dans la mesure où on vous fout la paix. Hein. Ils fassent ce qu'ils voudront. Là, ils sont très gentils, il n'y a pas de problème. Et qu'ils se marient? Je vais vous dire, madame, pour être franc, je vais vous dire, pour un gosse, rien n'est plus beau que d'appeler maman et papa. Hein? On arrive à un stade où ils ont besoin d'une maman, il n'y a rien à faire. Hein? Ils sont équilibrés, ces enfants. Un jour, ça leur manquera, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis comme ça, je suis vieille France. Je leur fais des pâtes ou des patates sautées, Yann? Oh, des pâtes, ils vont préférer, je pense. Ben, j'ai les petites patates, regarde, elles sont prêtes. Hein, aussi. Karim et Yann vivent ensemble depuis 13 ans. Karim dirige une petite entreprise, Yann travaille dans une compagnie aérienne. C'est son compagnon qui assure le plus souvent l'intendance de la petite famille. Les loulous, on va se mettre à table dans 2 secondes. Le premier problème qu'on a avec nos enfants, c'est tout d'abord le fait qu'on est des hommes. C'est pas qu'on est des homosexuels, c'est qu'on est des hommes et qu'on estime qu'un homme... Ça, c'était votre truc à bulle, mon nounou. Et on estime qu'un homme n'est pas en capacité de s'occuper d'un enfant, alors que nous, on n'a pas eu l'impression d'avoir le moindre problème, ni pour changer des couches, ni pour les soins quotidiens, ni pour quand ils sont malades, ni pour les câlins. Donc effectivement, on est soupçonné d'incompétence tout d'abord parce qu'on est des hommes.
Miam, miam, miam. On les gère plutôt bien. Bon, c'est compliqué de gérer des jumeaux dans notre vie quotidienne, mais c'est juste parce qu'ils sont deux, c'est pas parce qu'on est des hommes. Yann et Karim ont eu recours à une gestation pour autrui, ce qu'on appelle une mère porteuse. Ils l'ont clairement expliqué à leurs enfants. On est parti du fait déjà que, voilà, que pour avoir un bébé, il fallait absolument fallait de toute façon un papa, une maman, ou enfin en tout cas un homme et une femme, et que Toto fait pas trop de bruit, que nous, étant amoureux entre deux hommes, de toute façon, voilà, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour nous prêter son ventre. Et donc, on leur a raconté cette histoire qu'on était parti à travers le monde pour chercher une maman qui accepterait de nous prêter son ventre pour faire 2 bébés. Comment elle s'appelle, cette maman? Alors voilà, maintenant, ils l'ont dénommée. Avant, c'était Maman Gala, maintenant, c'est Tata Gala. Non, maman. Oui, bah, c'est pareil, de toute façon. C'est votre maman. C'est votre maman de naissance. Elle est en train de faire un autre bébé. Elle est en train de faire un autre famille. Pour une autre famille. Voilà. Bon, alors ça, c'est Galina, voilà, qui va nous faire un grand sourire. La gestation pour autrui interdite en France coûte près de 80 000 € en Ukraine, où le couple s'est rendu. Si elle choque en France, c'est qu'elle priverait les enfants d'une véritable mère, qu'elle mène directement à la marchandisation des corps, au ventre alloué comme de vulgaires pièces, et que finalement, seuls ceux qui en auront les moyens pourront s'acheter des enfants. Une mère rémunérée pour porter un enfant, c'est pas un enfant acheté. C'est quoi la différence? Mais c'est la mère qui est rémunérée pour un acte, qui est de porter un enfant. Ça n'est pas un achat d'enfant, c'est un dédommagement pour une femme qui interrompt 9 mois son travail, qui quand même fait un don et qui a au fond un statut de nourrice. Alors, c'est mangeable? C'est bien ou très bien? Bien, c'est que ça en rate. Nous, on avait fait le choix, nous, de prendre la même en tant que donneuse d'ovocytes et porteuse. Parce que souvent, ça peut être dissocié. Peut-être aussi pour que les filles s'attachent moins, peut-être, au bébé qu'elles portent, si biologiquement, elles ne sont pas non plus la donneuse d'ovocytes. Nous, c'était un choix pour moins diluer l'histoire des enfants, pour que ce soit plus simple à leur raconter, plutôt que de leur raconter, voilà. Alors ça, c'est la maman qui vous a porté, mais c'est pas vraiment elle qui vous a donné non plus ses gènes. Il fallait faire un choix. Lequel de nous deux allait donner son sperme. Pour moi, le biologique, je m'en fous. Je m'en fiche. Ça n'a pas d'importance, c'est l'amour. Pour moi, ils sont pourtant la chair de ma chair, mes enfants, parce que ce sont des liens qui se créent au quotidien, qui font qu'il y a quelque chose qui va de leur tripe à mes tripes, chaque jour à ajouter son petit lien. Et ils sont issus, pour moi, ce sont la chair de ma chair. Allez, messieurs, enlevez les chaussures, les chaussons. Allez, Guéramus. Un vrai dodo, Théo. Hein. Et après, on va chez Mamie prendre des crêpes. Mamie, elle a préparé des crêpes tout à l'heure pour le goûter. Tu peux remonter, s'il te plaît, sortir de là. Merci. Allez, on va éteindre la lumière. À tout à l'heure. Et on ne parle pas, je veux pas de bruit. Jules? Oui. Très bien. À tout à l'heure. Ils savent qu'on est différents. Ils le voient aussi par rapport aux autres enfants de l'école. Ils voient que quand ils rentrent à l'école, on va présenter notre famille à leur maîtresse, à la directeur, à la directrice de l'école, en disant voilà, vous pouvez parler parfaitement de leur maman. C'est pas un sujet tabou, par exemple. Donc ils le savent qu'on est différents, mais après, il y a un autre enfant dans la classe qui n'a pas son papa parce qu'il est parti, un autre qui a perdu sa maman qui est décédée. Eux aussi sont différents. Et nos enfants, une fois qu'on ne leur fait pas porter le poids de notre différence, une fois qu'elle est énoncée clairement et qu'on a défrayé un peu le débroussaillé, ils le vivent très naturellement, sans aucun souci. Hop, ça. Bonjour, chérie. Bonjour. Coucou. Tu vas bien, Toto? Non. Les parents de Karim, Ahmed et Zora, sont venus s'installer dans l'Ariège pour être près de leurs fils et de leurs petits-enfants. Même s'ils n'ont aucun lien biologique avec les 2 petits garçons, Théo et Jules sont devenus la prunelle de leurs yeux. Je fais une petite salade de fruits. Les 2 grands-parents sont d'origine algérienne. Bah oui.
Avant d'accepter que leur fils fasse des enfants avec un autre homme et par mère porteuse, ils ont mis du temps. Il leur a fallu faire le deuil de la famille traditionnelle dont ils rêvaient. Je passe au terre quand j'ai compris, hein, ça m'a beaucoup travaillé. Hein. Bien sûr, j'ai toujours tenté. Oh, regarde, elle est belle, ceci. Et puis lui, il m'envoyait un petit peu promener, hein, bien sûr. Et puis après, bon, quand j'ai compris, j'ai pu insister. Mais bien sûr que j'aurais préféré qu'il ait une vie, comme tout le monde, normale, entre parenthèses. Et vous, monsieur? J'ai accepté. C'est lui, il l'a accepté. Qu'est-ce que vous voulez que je m'oppose pas? Il est heureux comme ça. Et je l'accepte. Mais c'est difficile quand même. Trop difficile même. Pour lui, oui. Pourquoi? Pour moi, c'est comme ça. Pourquoi? On est musulman, madame. C'est pas pareil. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? D'être un homme avec un homme. Ça n'a jamais existé dans ma jeunesse. Fais un petit sourire à papa. Coucou. Coucou, poussin. Oh là là. Tu ouvres les yeux pour papa. Oh là là, c'est quoi ça? Coucou. Coucou, Théo. Depuis qu'il y a ces deux petits, je sens qu'on est une vraie famille. Les petits, là, ils vous apportent de l'énergie, de la joie de vivre. Donc on n'avait pas tout ça et on pensait que ça n'arriverait jamais. Ils n'ont pas de maman, mais ils ne le ressentent pas du tout. Hein. Ça, pour l'instant. Ils ont des tatas ici à côté. Il y a tata Sylvie, il y a beaucoup de femmes à leur retour. Hein. C'est pour ça qu'ils ne cherchent pas après d'avoir leur maman. C'est après, peut-être, un peu plus tard, les petits copains, voilà. Pas pour plus tard, mais pour l'instant, ils ne se rendent pas compte. Du moment qu'ils ont des tatas à côté, qui viennent les voir ou qui vont les voir, et ils sont contents de tout ça. Et puis ils ont que je suis présente beaucoup. Hein. Ça. Moi, ils ont un petit coup de fil, j'accours, hein, immédiatement. Parce qu'on peut dire que des enfants élevés par un couple homosexuel ont plus de névrose. Il faut comparer ce qui est comparable. Ce sont des milieux aisés. On l'oublie toujours. Donc il faut comparer avec des familles de milieux aisés. Parce que quand ce n'est pas des milieux aisés, la véritable destruction de la famille, c'est la pauvreté, la misère, l'alcoolisme, les enfants battus. Donc, il faut comparer avec des milieux identiques. Et il n'y a pas beaucoup de différence. Ces enfants sont plutôt un peu plus doués à l'école parce que leurs parents les poussent davantage. Ils sont un peu surprotégés. Ils sont très valorisés. Et ils souffrent souvent du regard qu'on a porté sur leurs parents. Mais selon l'attitude des parents, puisque tous les parents ne sont pas les mêmes, ils peuvent savoir se défendre à l'école contre les discriminations ou se poser en victime. Mais d'une manière générale, ces études ne montrent rien. Et c'est pour ça que je ne suis pas favorable à toutes ces études, parce qu'elles montrent ce qu'on sait déjà. C'est-à-dire qu'à milieu équivalent, la question pour les enfants, c'est pas tant ce que sont les parents sexuellement que la relation qu'ils ont instaurée d'amour, que la capacité d'amour et surtout d'intelligence des gens qui les élèvent. Et moi je dis, attendons quand même. Hein. Il y a aussi eu des témoignages, il y en a eu un certain nombre de publiés dans la presse, de personnes qui ont dit qu'élevées avec uniquement des femmes, hein, qui par leur mode de vie ne voyaient que des femmes, ça peut arriver, eh bien avaient souffert réellement de ne pas avoir été confrontés finalement à la paternité, à l'autre sexe, à la réalité de la paternité. Il y a aussi, je pense, au moment de l'adolescence, au moment de l'histoire d'une personne, des crises, des difficultés. Il n'est pas si sûr que ce soit si facile à vivre pour des personnes qui n'ont pas eu cette référence paternelle ou cette référence maternelle. Et pour moi, il n'est pas si facile que ça d'entendre des témoignages de personnes qui ont été aimées avec beaucoup de sincérité et toutes sortes de qualités par deux adultes de même sexe. Est-ce qu'elles ont vraiment cette liberté de dire ensuite, oui, mais attendez, il y a une injustice à l'origine? C'est très difficile. Je ne leur demande pas de le dire d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a été aimé et élevé par deux adultes, est-ce qu'on a la liberté vraiment de mesurer ce qui peut-être a manqué? Les études françaises sur les enfants élevés dans des familles homoparentales datent du milieu des années 90.
Aucune d'elles ne permet de dire que ses enfants sont plus perturbés que les autres. Chérie, ça va? Ouais. Donc t'as pas eu trop mauvais temps? Thomas a 30 ans. Il a été élevé par sa mère et sa compagne. T'as faim quoi? Moi j'ai faim. J'attendais, tu vois. Je mets la table. C'était plus compliqué pour vous d'être enfant d'homo qu'être enfant d'hétéro, non? Bah, ce qui était plus compliqué, c'est par rapport aux autres, quoi. C'est de le cacher. C'est vraiment de pas pouvoir, de devoir mentir. On a peur, en fait, parce qu'on sait pas comment les gens vont réagir et comment ça peut se passer. Et puis, est-ce qu'il va pas y avoir des violences? Est-ce qu'il va pas y avoir des insultes? Est-ce qu'il va pas... Et quand on a 12 ans et qu'on est dans un collège, justement, où tout n'est pas forcément tout rose tout le temps, on a autre chose, on n'a pas envie de se mettre d'autres sujets sur le dos, en fait, tout bêtement. Donc on garde ça en famille et puis basta. Mais ce qui est un peu dommage, parce qu'au final, on vit dans une sorte de secret qui n'a pas raison d'être. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui que ça soit accepté, tout simplement, que ce soit quelque chose de normal, de banalisé, et qui permette à des gens de s'assumer complètement, en fait. Avant de vivre avec une femme, Nicole a été mariée au père de Thomas pendant 17 ans. Aujourd'hui, elle a 60 ans, mais dans sa jeunesse, il était impensable de se révéler homosexuel. Elle a attendu que ses enfants soient en âge de comprendre pour le leur expliquer. Fais attention là, parce oui, que je vais pas me brûler, elle te brûle pas. Non, je vais pas me brûler. Parce que bon, Oula. non mais tu vois, je vais me brûler, ouais. T'as failli te brûler. Non, ça va. C'est bon? Ouais. Bon, allez. Quand vous avez fait votre coming out par rapport à vos enfants, qu'est-ce que vous ressentiez? Ah, j'étais bien. Ah non, mais moi, j'étais contente parce qu'en fait, moi, je faisais pas mon coming out pour les protéger. C'est-à-dire que je voulais pas justement qu'on puisse leur dire, ah bah tu sais, ta mère, bon. Donc du coup, moi, à partir du moment où ils ont été au courant, moi, je me suis sentie soulagée, déjà. Est-ce que vous en avez parlé à votre mari? Non. Non. Alors, j'en ai pas parlé à mon mari, non pas par rapport à moi, mais par rapport à eux. Parce que je ne voulais pas que... Moi, j'ai divorcé maintenant il y a 20 ans. Et je ne voulais pas que ce soit un argument pour me prendre mes enfants. Voilà. Donc moi, je voulais mes enfants. Et puis, j'avais peur qu'ils se servent de ça par rapport au divorce, par rapport au juge, pour qu'on m'enlève la garde de mes enfants. Aujourd'hui encore, il faut s'excuser d'être homosexuel. Oui, il faut s'excuser, oui. Donc voilà, moi, je ne m'excuse pas du tout. Moi, je le vis très bien. Mes enfants vont très bien. Mon petit-fils, parce que mon petit-fils aussi, parce que moi, il y a quand même 2 générations derrière moi. Hein. Raphaël, ça ne lui pose aucun problème. Hein. Parce qu'on parle des enfants, mais moi, j'ai quand même un petit-fils qui a 9 ans. Il voit bien que sa grand-mère vit avec son autre grand-mère. Bon, il sait très bien que ce n'est pas sa grand-mère. Mais voilà, il ne pose même pas de questions. Il ne pose même pas de question de savoir pourquoi je vis avec une femme. Il a très bien compris. Et ça ne lui pose aucun problème. C'est normal. Pour lui, c'est... Voilà, c'est... Lui, il comprendrait même pas qu'il y ait ce débat. Je crois pas avoir été plus perturbé, ou en tout cas réfléchir plus qu'un autre, en fait, tout simplement. Dans l'adolescence, on se prend tous la tête pour savoir qui on est, et que voilà. Donc peut-être un moment, je me suis dit, bon, ma mère est homo, est-ce que je suis homo? Non, je crois que je regarde bien les filles et c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Donc non, je ne le suis pas, ça devrait aller. Est-ce que je suis normal? Je pense, ouais. Enfin, j'espère. Ou si je le suis pas, est-ce que je suis heureux, quoi? C'est surtout ça la question. Est-ce que je suis heureux? C'est plutôt ça qu'il faudrait demander. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir grandi de manière épanouie? Là, je pourrais dire oui. Oui, parce que je me suis franchement marré quand j'étais ado, parce que j'ai partagé beaucoup de choses avec ma famille, et que voilà, quoi. Après, les hauts, les bas, il y en a partout. Donc ça fait partie de la vie de manière générale. En France, les homosexuels vont pouvoir se marier. Mais le véritable débat à venir concernera leurs enfants. Il faudra bien encadrer juridiquement ces nouvelles familles. Ne pas les laisser hors la loi. Ne pas simplement détourner la tête en disant « ça ne se fait pas ». C'est que le début d'un grand changement. Voilà,
Il faut juste que les personnes se préparent à évoluer dans leur esprit, parce que si c'est pas elles qui évoluent, si c'est pas nous qui les faisons évoluer, ça sera leurs propres enfants. Parce que nos enfants vont côtoyer leurs enfants et que petit à petit, on va devenir le Pierre et le Paul qui est invité au goûter et on va passer comme ça et de fil en aiguille parce que nos enfants, ils ne sont pas dans une communauté fermée, ils vivent au sein d'une société, mais c'est les citoyens de demain.